je me demande comment ça se fait que la Belgique, la presse belge, le gouvernement belge, est toujours, depuis 72 au moins, tenu avec le régime Tutsi. Comment ces gens font-ils pour être si bien vus par nos gouvernements? Comment ça se fait? Je ne sais pas. Ma question, elle est vraiment là. Comment ça se fait que tous les régimes Tutsis sont soutenus par l'Occident, en grande partie pour moi, par la Belgique, et jamais les régimes Hutus? D'ailleurs, quelque chose me choque maintenant avec mon ami Ladislas. Comment n'as-tu pas parlé? Enfin, on a parlé de l'assassinat du président rwandais. Et en même temps, il y avait l'assassinat du président burundais. On n'en parle même pas. Ce monsieur n'existe pas. Ah mais c'est la vérité et c'est la catastrophe. Moi, je suis vraiment outrée de ça. Pourquoi un président vaut-il plus qu'un autre président? Et pourquoi la Belgique soutient-elle toujours, mais alors toujours, les régimes Tutsis? Bon. Il y a beaucoup d'éléments dans votre question, dans votre statement, mais il y a quelques éléments que je veux éclaircir et il y a d'autres que je ne peux pas éclaircir. Tout d'abord, pour moi c'est plus difficile de parler des années 70 parce que je n'étais pas encore vraiment impliqué dans le dossier et même si on étudie après, c'est toujours différent que si on le vit au même moment. C'est pour ça que oui, mais je suis d'accord avec votre analyse. J'ai suivi et j'ai étudié après la façon dont les médias ont traité tout ce qui s'est passé à un moment, et c'est vrai que c'est tout à fait différent. Tout d'abord, sur le principe, il faut bien savoir, et c'est quelque chose qu'on connaît sur le niveau académique, et je me sens très bien dedans parce que c'est exactement la cour, le collège que je donne à l'université à Leuven, que la position des mass médias, des médias de masse, ce qu'on appelle aussi les mainstream médias, les grands médias, comme radio, télévision, les journaux populaires, etc. Je ne parle pas des livres, je ne parle pas de la presse spécialisée, etc. Mais les grands médias, la position des grands médias vis-à-vis des conflits internationaux s'aligne presque toujours aux positions politiques du pays dont ils appartiennent. C'est très important à savoir. Et ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec Hutu Tutsi ou n'importe quoi. Ça n'a pas à voir avec Rwanda, Burundi, etc. Ça, c'est un principe général qui s'applique toujours. Ça s'applique au même temps, par exemple, pour le dossier de la Syrie pour le moment. Ça s'applique pour tous les dossiers qu'on connaît. Ça, c'est étudié sur le niveau académique. Je parle des grands médias. Je ne parle pas qu'il y a certaines oppositions, etc. Attends, laisse-moi d'abord finir, après volontiers. Ça, c'est un élément qui est bien à savoir. Ça veut dire que vous avez raison de reprocher la manque de sens critique des médias. Vous avez tout à fait raison. J'explique seulement d'où ça vient. Oui, mais moi, alors la question est pourquoi la Belgique a Ok, maintenant, deuxième question. Comment ça se fait que la Belgique fait ceci, fait cela? Ça, c'est naturellement, il faut voir presque cas par cas, mais tout d'abord, ce n'est pas exact de dire que la Belgique a seulement soutenu des régimes Tutsis. Ça, c'est pas vrai. La Belgique a bien soutenu les régimes Kayibanda et Habyarimana au Rwanda. Ça, c'est tout à fait clair. J'étais au cabinet, même pour la période que j'ai connue moi-même, j'étais au cabinet de 89 au 91, et ça, c'était tout à fait clair que jusqu'au moment de l'attaque de l'FPR, ça c'est vrai, au moment de l'attaque de l'FPR, il y a eu un grand changement. Mais ce n'est pas, il ne faut pas trop ethniser. Ça a beaucoup plus à voir avec les intérêts de la Belgique. Et l'intérêt, de nouveau, dans la politique internationale, de nouveau, je m'excuse que je dois me répéter, c'est la stabilité. Qu'est-ce qu'a fait Buyoya à un certain moment? Il a introduit une forme de stabilité meurtrière, de répression, je suis tout à fait d'accord. C'est la même chose que Kagame maintenant. Enfin, je pense que Kagame est le plus pire des pires, mais ça c'est bon. C'est très difficile de comparer les massacreurs. Mais de toute façon, c'était aussi une forme de dictature avec une forte répression, etc. Bagaza, même chose. Chaque fois, et ça c'est aussi quelque chose qu'on voit revenir dans l'analyse des politiques internationales,
chaque fois qu'il y a quelqu'un qui présente une certaine stabilité, on le laisse faire. Ça a été le cas avec Kadhafi pendant des années, jusqu'au moment qu'on avait marre de Kadhafi pour d'autres raisons. Ça a été le cas avec Assad en Syrie, pendant des années. Vous pensez qu'Assad a changé, mais pas du tout. Assad a toujours été Assad. Il n'est pas pire maintenant qu'avant. Mais à un certain moment, les conditions changent. Il ne peut plus garantir la stabilité dans le pays, il ne peut plus garantir ce qui joue moins pour le Rwanda, mais beaucoup plus pour le Congo, les intérêts économiques et stratégiques. Ça sont aussi des éléments très importants. Mais pour le Rwanda et le Burundi, c'est très très difficile à explorer cela, à analyser cela, parce que ce sont de très petits pays et les intérêts géostratégiques du Rwanda et du Burundi ont beaucoup plus à voir avec leur position vis-à-vis le Congo. Mais bon, ça pourrait aller trop loin. Alors moi, dans mon analyse, je ne peux vous donner que mon analyse, il faut être prudent pour faire une analyse trop ethnisée. Ça, pour moi, ça n'a pas immédiatement à voir avec un régime Tutsi ou un régime Hutu. Évidemment qu'il y a beaucoup d'éléments qui jouent aussi et qui peuvent aider cette position politique. Par exemple, c'est la propagande. Et sur ce point-là, nous tous, nous devons féliciter par exemple Kagame, parce qu'il a fait une propagande invraisemblable. Dès l'attaque en 90, l'FPR s'est propagé comme un mouvement de libération. Et j'étais au cabinet à ce moment, et mon ministre dans le temps, André Ghez, il était contre le respect pour l'FPR. Pour lui, c'était tout à fait clair. J'ai un rapport de lui que j'ai publié dans mon tout premier livre en 1995. Dès le début, il a dit ce que fait l'FPR, c'est simplement c'est une agression. C'est une invasion, c'est une agression. Mais à ce moment, on jouait les divergences politiques en Belgique. Et certaines sympathies pour l'un et l'autre. Enfin, ça nous amène trop loin. Mais je veux seulement faire un petit plaidoyer pour ne pas trop vite simplement ethniser. Très souvent, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Et les éléments qui se cachent derrière, c'est l'élément de stabilité qu'on nous imagine. Comme moi, j'ai dit aussi dans le temps à Louis Michel, stabilité, quelle stabilité? Vous verrez dans les prochaines années. Kagame n'a pas amené la stabilité. C'est une vision très... Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Mais un dernier élément sur ce jeu politique, c'est que la politique se joue sur un délai d'au maximum 4 ans. Ça aussi, il faut toujours se mettre bien en tête. Si on essaye d'analyser comment expliquer qu'un politicien fait ceci, cela, il faut toujours bien garder en tête que ce politicien travaille avec un délai de 4 ans, parce qu'il doit être réélu dans 4 ans. Il n'est pas intéressé dans le futur à long terme. Il ne travaille pas pour ça. Il travaille pour leur réélection. Et dans ce cadre-là, par exemple, pourquoi on a retiré les casques bleus belges, c'était simplement parce que l'opinion publique belge à ce moment était convaincue qu'on ne pouvait faire rien là-bas. Il n'y avait pas de courage politique de la part du gouvernement belge pour dire non, ça c'est pas une solution, même si on a eu 10 victimes. C'est la raison la plus grande pour rester et pour bloquer la guerre. Parce que si on aurait bloqué la guerre immédiatement en 94, on n'aurait jamais arrivé à ce point où on est arrivé maintenant. Excusez-moi pour la longue réponse, mais ce sont des choses qui sont dans... Voilà, mon nom est Gustave, je suis de Jean-Paul et je voudrais revenir sur la thématique. Je voudrais revenir sur la thématique principale qui est la réconciliation, parce qu'il y a une question très intéressante qui a été posée finalement, qui demande aux Rwandais si c'est possible. Et donc en tant que Rwandais, je pense, j'ai quelques observations, je vais essayer d'être très bref. En tant que Rwandais, ce qui est plus important évidemment, c'est de se demander avant d'aller dans le processus de vérité, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu des dissensions, des disputes ou bien des désaccords? En Kinyarwanda, ce serait se poser cette question. Et c'est une question que tous les Rwandais doivent se poser, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, on a l'impression que ça doit se faire dans une dynamique de groupe ou de communauté, où il faut que les 2 ou les 3 communautés se mettent toutes ensemble, on parle quand même de près de 7-8 millions de personnes, et commencent à chercher un chemin vers la réconciliation.
Alors que ce qu'il faut justement qu'on fasse, c'est qu'à niveau individuel, on se pose d'abord cette question. Et vous verrez que la grande majorité des Rwandais, Hutu, Tutsi et toi, ne vont pas trouver de réponse à la question « toi, puis, pourquoi est-ce que nous sommes en si profond désaccord ?» Et c'est important parce que déjà, ça remet la responsabilité vers une couche de notre société rwandaise, Hutu, Tutsi et toi, qui, elle, sait exactement pourquoi les Rwandais ont connu ce qui s'est passé. Et les gens qui connaissent mieux l'histoire que moi vont nous dire, finalement, c'est une question de pouvoir entre une certaine classe de toutes les ethnies, généralement Hutu et Tutsi, qui fait que les communautés, les populations, le simple citoyen est entraîné dans cette dynamique de communauté qui le dépasse complètement. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on a connu les atrocités de 94 dans une ampleur aussi grande, parce que les gens ne se sont pas posé la question, mon voisin, ma voisine, mes amis, qu'on dit qu'ils sont Tutsi, qu'on dit qu'ils sont Hutu, évidemment qu'ils l'étaient, trois politiques, pourquoi est-ce que je devrais leur en vouloir? Donc c'est une question qu'il faut ramener de manière centrale dans l'esprit des Rwandais et aussi dans l'esprit des gens qui sont étrangers, qui se posent la même question. À la base, la communauté, tous les citoyens, qu'est-ce que finalement fait qu'on soit en dispute? C'est comme mon observation. De la même façon, votre approche n'est possible que dans un climat d'ouverture et de liberté d'expression. L'histoire du Rwanda, que j'ai étudié beaucoup et je continue à étudier presque chaque jour parce qu'il y a toujours de nouveaux éléments qui s'ajoutent. Mais l'histoire du Rwanda est aussi fort abusée pour le moment et vue tout à fait différemment par ceux qui sont au pouvoir. J'ai encore eu un échange très intéressant avec Aegis Fund. Aegis Fund sont les Britanniques, c'est un fonds britannique qui gère pour le moment le mémorial de Gisozi et encore beaucoup d'autres mémorials au Rwanda. La dernière fois que j'ai pu visiter Gisozi, c'était en 2007, mais parce qu'après je n'ai plus accès au pays. Enfin, je dois faire la fête cette année parce que ça fait 10 ans que je ne peux plus entrer au Rwanda. C'est le lustre. Mais dans le temps, quand j'ai visité plusieurs fois Gisozi, l'histoire du Rwanda, comme elle est présentée là sur place, en forme d'exposition, de films, etc., et presque tous les élèves rwandais doivent passer là-bas, c'est une histoire falsifiée. Même moi qui n'ai pas vraiment un grand expert dans cette histoire, il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi. Quand j'ai vu ce qui s'est présenté là-bas, il y a des éléments, mais des éléments très simples qui sont simplement pas vrais. Alors, de la même façon dont on doit se poser la question qu'est-ce qui s'est passé exactement en 94, etc., vous avez raison que ça pourrait être très intéressant de revoir d'où on est venu et d'où sont venus ces clivages. On a évidemment, on connaît tous l'affaire des cartes d'identité que les Belges ont introduit. Plus spécifiquement, ce n'était pas dans les années 30, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, mais enfin, les registres avec les indications de Tutsi sont faits pour la première fois en 1932, si je me rappelle bien. Ça, évidemment, c'est toujours un argument pour prouver que les ethnies ont été inventées, entre guillemets, par les Belges, mais il y a beaucoup de travail anthropologique, académique qui est fait, entre autres, par le professeur Van Sina, qui vient de décéder l'année passée. Un Flamand, mais qui a fait son carrière en Amérique, sur l'histoire du Rwanda, basée sur l'histoire orale, parce que c'est un très grand problème pour nous, historiens occidentaux, que nous n'avons pas d'habitude de travailler avec des sources orales. Et puisqu'il n'y avait pas de l'histoire écrite, où il n'y avait pas d'écriture au Rwanda avant que les premiers pères blancs sont arrivés là-bas, et qui ont commencé à mettre le Kinyarwanda en forme écrite, bon, c'est très difficile de reconstituer cette histoire, cette fameuse histoire des groupes qui sont venus, des Bantous qui sont venus, les trois qui étaient là originairement, enfin tout cela vous connaissez. Mais bref, je suis tout à fait d'accord que fait partie aussi pour mieux se connaître et chercher les racines
des conflits et de telle façon aussi les solutions pour éviter ce genre de conflit, que l'histoire est un élément très important dedans. Mais l'histoire ne peut s'écrire dans un monde libre. Ça, on connaît aussi, hein, on connaît aussi dans d'autres dossiers l'histoire qui est écrite par celui qui a le pouvoir, et chaque fois l'histoire change. Si par exemple, on va maintenant, c'est un pays que je connais assez bien, en Arabie Saoudite, et on va voir dans les musées hein, la naissance de l'Arabie Saoudite. Hein, c'est un pays qui date de... Enfin, qui a commencé à se construire dans les années 20 environ. Hein. Alors, tout ce qui se trouve dans les musées, ça contredit ce que les académiciens occidentaux en savent. Parce que c'est présenté d'une certaine façon qui fait partie de la propagande du régime. Et ça se fait de la même façon au Rwanda. Moi, je suis tout à fait d'accord que c'est un élément très important, mais de nouveau, la condition préalable pour moi, c'est un environnement de liberté, de libre parole, d'échanges intellectuels, académiques, pas seulement académiques, aussi journalistiques et autres choses. Il y a un élément que vous disiez qui me fait tomber un élément dans ma tête que j'avais un peu oublié de dire, c'est, et l'un de vous a dit cela aussi dans un peu d'autres mots. L'analyse que j'ai essayé de faire sur la possible réconciliation, c'est évidemment une analyse très structurelle et une analyse sur le niveau d'un pays et des détenteurs du pouvoir, etc. Ce qui n'empêche pas que chacun, sur le niveau individuel, a déjà des possibilités, si ce n'est que dans ses propres relations. Mais moi-même, maintenant, qui connais mieux cette situation qu'avant, parce que maintenant que je suis moi-même marié à une Rwandaise, je suis plus proche de ce problème, que je dois constater que même sur le niveau individuel et même au sein de la famille, c'est toujours très difficile au Rwanda de parler de ce genre de choses. Et même pour les Rwandais en Belgique. Nous avons pas mal des amis et amis rwandais qui nous visitent chez nous et on parle, etc., de beaucoup de choses. Et puisque tout le monde connaît mon travail sur ce point-là, et de temps en temps, surtout au début que je connaissais Mali, quand on vivait ensemble, je prenais assez souvent une position journalistique. C'est-à-dire, il y avait un ami, une amie qui me visitait, et moi-même, très intéressé aux choses rwandaises, après une demi-heure ou une heure, je posais la question, qu'est-ce qui s'est passé avec vous en 1994 ? Quand l'autre était parti, ma femme me disait, mais ça tu ne le fais plus la prochaine fois. Ça se fait pour contre le Rwandais. Hein. C'est très délicat de se parler ouvertement. Moi, je suis occidental et j'ai l'habitude de parler ouvertement. Mais même maintenant, moi, pour les propres sœurs de ma femme, qui ont vécu aussi des graves choses, il y a des choses qu'ils ne savent pas l'un de l'autre. Hein. Ils ne savent pas l'un de l'autre. Et de temps en temps, par hasard, ça se passe qu'il y a quelque chose qui se passe, par exemple maintenant avec le livre de Judy, et il voit que j'ai le livre ce livre en main, et qu'est-ce que c'est? Et j'ai dit mais il commence à parler à moi pendant une demi-heure, commence à me parler de tout ce qu'ils ont vécu à certains moments, et ma femme qui est à côté, après quand on rentre à la maison, on dit c'est la première fois que j'ai entendu de ma propre sœur ce qu'elle a vécu. Moi je pense aussi, honnêtement, que c'est aussi une affaire culturelle. Dans la culture rwandaise, avec tout mon respect, il y a une certaine réticence, et naturellement, avec les tragédies qui se sont produites, ça je dis aussi sur base de ce que ma femme raconte, il y a aussi une certaine réticence pour ne pas blesser l'autre. Parce que si on pose une question et l'autre doit répondre ce qu'il ou elle a vécu, ça peut être très dur. Et ça, c'est pas évident de raconter qu'on a été, par exemple, qu'on a été violé. Hein, ou qu'on a vu des massacres devant ses yeux ou des choses comme ça. Alors c'est pas évident, j'ai beaucoup de respect pour cela. Et c'est pour ça que je pense aussi que même sur le niveau personnel et au sein des familles, cette fameuse réconciliation, ce n'est pas tellement évident. Et puisque la réconciliation, quant à moi, n'est possible qu'au moment d'une ouverture d'esprit, hein, ça prendra encore pas mal de temps.
question. Dans ce cadre-là de réconciliation, moi je mets des gros guillemets comme ça de chaque côté parce que... Comment considérer cette fameuse loi sur le génocide ici en Belgique? Oui, parce que pour moi c'est une proposition de loi, mais on en parle de nouveau beaucoup, et les médias parlent plus de ça que... Allez, à ce niveau-là, je trouve qu'il n'y a, dans les médias en général, il n'y a jamais de discussion. On la présente comme quelque chose qui doit être voté, on compare ça à la Shoah, point final. Ça doit être fait. Il n'y a jamais de débat possible, il n'y a jamais de... Quelqu'un ne peut pas répondre à ça. Et quand on veut en discuter, Gustave en sait quelque chose, on vous ferme les portes et on vous dit non. Alors, j'espère que tout le monde connaît cette affaire. Il y a une proposition de loi de Gilles Forêt. C'est un maire de Liège, côté très proche de Charles Michel, de Louis Michel. Et je suppose aussi de Charles, ça je ne sais pas. Mais enfin, de Louis Michel, ça c'est clair. Et qui a fait une proposition de loi pour mettre punissables les négations et minimisations du génocide sur les Tutsis au Rwanda. Bon, j'ai suivi cette affaire de très très proche. J'étais un des premiers, mais toujours côté néerlandophone, je m'excuse, de publier une analyse et on parlait même à la radio chez nous pour dire que cette proposition de loi, ça n'a pas de valeur, dans ce sens que on ne peut pas parler d'une minimisation de quelque chose qui n'est pas déterminé. Hein? On ne connaît même pas le nombre de victimes. Alors, comment, je parle maintenant encore seulement des victimes Tutsis. Hein? Le nombre de victimes Tutsis va entre 200 000 et 1 74 000, etc. Ça veut dire que si moi je dis il n'y a que 350 000 Tutsis qui sont morts, est-ce que je suis en train de minimiser, oui ou non? C'est ça le raisonnement. Alors, mais ce n'est qu'une illustration pour dire on ne peut pas punir, si jamais on peut punir une opinion, c'est encore une autre discussion, mais on ne peut pas punir quelque chose qui n'est pas déterminé. Alors, je ne suis pas d'accord pour dire que dans les médias, on fait semblant comme si cette loi est évidente, qu'il faut le... Peut-être que j'ai aussi l'impression que c'est de nouveau différent côté néerlandophone, côté francophone. Mais par exemple, le professeur Henken s'est clairement prononcé contre cette forme de loi. Et moi-même, mais ça je vous dis, enfin, de façon informelle, mais j'ai parlé longuement sur beaucoup de choses avec le directeur du Caserne d'Ossin. Caserne d'Ossin, c'est le musée à Mechelen qui s'occupe de tout ce qui est Shoah, génocide, etc. Et qui a aussi déjà fait une exposition sur le Rwanda. Et j'ai parlé avec lui, entre autres, sur cette loi. Lui aussi, il est à 100% contre. Ce n'est pas possible, et qu'on sait qu'au Rwanda, il y a eu des problèmes de justice. Donc pour moi, enfin, mon point de vue, c'est que la première étape est de changer la justice au Rwanda. Et pour moi, ma question est, si elle change par l'intérieur, par les Rwandais, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut se faire de manière pacifique? Ou bien est-ce que ça doit être fait par l'extérieur? Je pense à des choses comme les cours pénales, ou bien l'ONU, ou bien... Et est-ce que ça aussi, ça peut se faire de manière saine si ça ne vient pas des Rwandais entre eux? Je veux d'abord encore dire, pour moi, il y a deux éléments. Il y a tout d'abord la place de la justice. Quant à moi, la justice n'est pas la première condition, dans ce sens que, comme on a fait en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la réconciliation qui ne sont pas arrivés jusqu'au niveau de la justice. Parce qu'en pardonnant l'autre, on peut détourner la justice. La justice, comme nous le connaissons en Occident, je veux dire, est la justice qui va déterminer clairement qui a été coupable de tel ou tel fait. Peut-être et probablement qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait conclure, comme on l'a fait en Afrique du Sud, que la justice ne va pas apporter beaucoup
que c'est beaucoup plus important de reconnaître les faits mutuellement et de, après, se mettre d'accord pour tourner la page. Et c'est comme on a fait en Afrique du Sud, ce n'est que pour certains dossiers qu'on est allé jusqu'au niveau de la justice. C'est aussi la raison pourquoi, pour moi, la toute première condition, c'est plutôt l'ouverture des esprits et la possibilité de s'exprimer librement, sans crainte pour un régime, etc. Votre question plus importante, enfin, ou clé, c'est évidemment comment changer cette situation. Comme tout régime qui s'est coincé dans une dictature, parce qu'au Rwanda, même la première année, disons l'année 94-95, enfin deuxième moitié de 94-95, il y avait encore certaines possibilités pour que le régime d'FPR ne serait pas dérivé vers une dictature. Personnellement, mais c'est peut-être un peu à côté de cette conférence, je suis convaincu que si l'Occident, à ce moment, avait agi d'une façon très ferme, qu'on ne serait jamais arrivé au point où on est arrivé maintenant. Que ça n'a jamais été possible, qu'il y aurait un président qui a 99%, etc. Par exemple, en exigeant le respect pour les accords d'Arusha de 93, d'accord de ne pas mettre Jean Kambanda dans le gouvernement, mais on pourrait bien s'imaginer que le monde international, la communauté internationale aurait pu exiger le respect pour cet accord, et sous condition, sinon, de ne pas donner de l'aide internationale. N'oubliez pas que le régime du Rwanda, dès 1994, a reçu vers le 80% du budget national par des dons de l'extérieur. Alors, ça veut dire que la communauté internationale avait beaucoup d'instruments en main pour faire pression sur le régime à ce moment. Mais ces instruments ont diminué, mais ne sont pas complètement partis. Il y a encore pas mal de possibilités pour la communauté internationale d'exercer des pressions sur le régime actuel au Rwanda. Si on diminue, par exemple, l'aide au Rwanda qui va pour une grande partie à l'armée, à ce moment, on aura immédiatement de grands effets. On a vu cela en... C'était quelle année encore? L'année de M23. C'était 2013, si je me rappelle bien. On a un très petit peu diminué l'aide au Rwanda par sanction pour l'implication du Rwanda dans la M23 dans l'Est du Congo, et on a immédiatement vu l'effet. Alors je suis convaincu que, pas immédiatement par des mesures militaires, enfin ça c'est inimaginable dans le contexte actuel dans la région des Grands Lacs, mais avec des mesures de budgétaires. Aussi par exemple, il faut aussi se rendre compte que le fait qu'il y a beaucoup de militaires rwandais qui agissent dans des opérations de paix internationales, que ça apporte beaucoup d'argent pour le régime, ça ce sont des instruments qu'on peut utiliser pour faire pression sur le régime, pour l'obliger de faire une ouverture dans le sens d'une vraie justice ou au moins une forme de démocratisation, libre expression, etc., etc. Je ne peux que constater que ça ne se fait pas pour le moment. Et pour la raison que je viens de citer juste avant, parce que jusqu'à maintenant, et ça a aussi à voir évidemment avec la situation au Congo, jusqu'à maintenant, on a sur le niveau international toujours l'idée comme si le Rwanda est un élément de stabilité. Et j'ai souvent dit, pas seulement à Louis Michel dans le temps, mais aussi après, maintenant, tout récemment encore à De Croo, j'ai dit, lors d'une conférence de presse, j'ai posé la question sur la différence entre, c'était l'année passée, il y a 2 ans déjà, le temps passe vite, mais sur la différence entre les sanctions prises envers le Burundi, sur le budget de la coopération au développement, avec de non-mesures vis-à-vis le Rwanda,
Et il a dit, oui, mais au Rwanda, vous voyez quand même que les choses marchent bien, qu'il n'y a pas des assassinats politiques, etc. Bon, il y a certains, évidemment, mais pas d'une façon ouverte, c'est-à-dire on n'a pas eu cette violence ouverte qu'on a connue en 2015 au Burundi, avec les 500 morts, etc. Et j'ai dit à Decaux, alors ça veut dire qu'en fait, il faut donner une prime au Rwanda pour la meilleure répression possible. Parce que la seule raison pourquoi au Rwanda, il n'y a pas de violence politique, ou je veux dire, de la part de l'opposition, hein, qu'il n'y a pas des marches ou des actions, etc., c'est parce que la répression est tellement forte, tellement bien organisée, que ce n'est pas possible de le faire. Et alors, ça veut dire que, mais pour la communauté internationale, ça c'est une bonne raison pour accepter la continuité du régime.